Qui es-tu pour décider de ce que je fais de mon corps, m'a lancé ma fiancée devant mes parents, alors que je plaisantais sur nos futurs enfants. 3 semaines plus tard, je lui ai donné ma réponse. Salut, Reddit. Je suis Brian, 29 ans, un homme. Prenez votre popcorn, parce que cette histoire est un véritable tour de montagne russe. 3 ans avec Caroline. Je pensais que nous étions en train de construire quelque chose d'inébranlable. Nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère d'un ami, nous avons sympathisé grâce à notre haine commune des conversations banales et des amuse-gueules hors de prix, et nous avons passé les 3 années suivantes à devenir ce couple que les autres montraient du doigt, comme la preuve vivante que les relations pouvaient réellement fonctionner. Nous étions sur la même longueur d'onde pour les grandes choses, le calendrier de nos carrières, l'endroit où nous voulions vivre, et les enfants, un jour, probablement aussi. Nous pensions commencer au début de la trentaine, une fois que nous aurions plus d'argent de côté et une stabilité mieux verrouillée. Avec le recul, elle avait des réactions bizarres quand on parlait de bébé. Si une amie annonçait une grossesse, elle souriait, puis devenait silencieuse. Et chaque fois que la conversation devenait précise, elle la détournait en disant « on a le temps ». J'interprétais ça comme du pragmatisme. J'avais tort. Nous avions une blague récurrente sur le fait d'appeler notre fils hypothétique comme le chien d'enfance de mon père, un golden retriever nommé Chester. Elle faisait semblant de détester ce nom. Je faisais semblant d'insister. Nous nous disputions à ce sujet au petit déjeuner comme s'il s'agissait d'un vrai désaccord. Tous les deux essayant de ne pas rire. C'était notre truc, l'un de nos nombreux trucs. Le petit déjeuner du dimanche matin, dans un dîner près de notre appartement, où la serveuse connaissait notre commande avant même que nous soyons assis. Des œufs sur le plat pour moi. Un toast à l'avocat pour elle. Du café qui ne cessait jamais d'être rempli. Les choix de films du jeudi soir, en alternant qui choisissait, avec un droit de veto pour tout ce qui impliquait des marionnettes ou trop de gore. Un calendrier partagé, codé par couleur et par catégorie, qu'elle avait mis en place et que j'avais fini par apprendre à utiliser. Des blagues internes que personne d'autre ne comprendrait. Ce genre de raccourci qui se développe quand on passe des années à apprendre les rythmes de quelqu'un, ses humeurs, ses tics. Les fiançailles ont eu lieu il y a 8 mois. J'avais économisé pour la bague pendant 1 an, en prenant des gardes supplémentaires le week-end au centre de distribution où je travaillais comme superviseur des opérations, des journées de 14 heures pendant la haute saison. Les samedis où les autres étaient à des barbecues, je lui disais que j'aidais un ami à déménager. Je lui disais que je rattrapais de la paperasse. Elle n'a jamais posé de questions. Elle me faisait confiance comme je lui faisais confiance. La bague a coûté environ 8,000 $. Un diamant rond, un anneau en platine. Je voulais qu'elle la regarde dans 50 ans et qu'elle sente encore que cela signifiait quelque chose. Je l'ai demandé en mariage chez Martinelli S, ce petit endroit où nous allions depuis notre 3e rendez-vous. Le propriétaire, S, avait vu notre relation évoluer au fil de près de 3 ans de visites régulières. Il savait ce que nous commandions. Il connaissait notre banquette préférée. Quand j'ai appelé pour demander si je pouvais faire ma demande là-bas, il a pratiquement pleuré au téléphone. Caroline a pleuré quand j'ai mis un genou à terre. S a apporté leur tiramisu signature, offert par la maison. 2 cuillères, le grand jeu. Tout semblait verrouillé. Certain. Comme si nous nous dirigions vers ce moment précis depuis le jour de notre rencontre. Ses parents étaient ravis quand nous les avons appelés ce soir-là. Sa mère a crié si fort que je pouvais l'entendre à travers le haut-parleur du téléphone. Mes parents étaient ravis quand nous sommes allés les voir le lendemain matin pour leur annoncer en personne. Ma mère a pleuré et a serré Caroline dans ses bras pendant environ 5 minutes d'affilée. Nous avons commencé à planifier dans la semaine. Recherche de lieux, dégustation avec les traiteurs, réunion avec le DJ. Nous étions organisés. Nous avons fait des tableurs. Nous avons fixé des budgets. Nous avons divisé les responsabilités. C'était comme ça que nous fonctionnions en équipe, en partageant la charge, en construisant quelque chose ensemble. Au moment du dîner chez mes parents, nous avions versé des acomptes totalisant environ 12,000 $. Le lieu était réservé pour octobre prochain, une grange reconvertie à l'extérieur de la ville que Caroline avait trouvée sur un blog de mariage. Elle m'avait montré les photos un soir, les yeux brillants d'excitation. Tu arrives à l'imaginer? Je le pouvais. Je le pouvais vraiment. Le traiteur était validé.
Le photographe confirmait. Le DJ était un ami d'un ami qui nous avait fait un bon prix. Mon nom figurait sur la plupart des contrats car ma cote de crédit était meilleure. On ne tenait pas les comptes. On construisait une vie. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans un appartement de 2 chambres que j'avais avant notre rencontre. Le bail était à mon nom. Elle payait sa part du loyer et des charges tous les mois via Venmo. Elle n'a jamais manqué un paiement. N'a jamais demandé d'exception. Nous avions mis certaines choses en commun mais gardé d'autres séparées. Nos 2 noms étaient sur les comptes de streaming. Nos propres noms sur nos propres cartes de crédit. Un compte chèque joint pour les dépenses partagées auxquelles nous contribuions tous les 2 de manière égale. Ça fonctionnait. Nous fonctionnions. Je lui faisais entièrement confiance. C'était la fondation sur laquelle tout le reste était bâti. 3 ans où elle était là, présente, à construire à mes côtés. Je n'avais aucune raison de douter de quoi que ce soit. Le dîner chez mes parents devait être une célébration. Ma mère demandait à faire un vrai dîner de fiançailles depuis des mois, quelque chose de plus formel que le barbecue dans le jardin que nous avions improvisé juste après la demande. Elle voulait cuisiner son fameux roast beef, sortir la belle porcelaine qui ne voyait le jour que 2 fois par an, et faire tout ce tralala qu'elle attendait de faire, depuis que j'étais en âge de sortir avec quelqu'un. Mes parents étaient mariés depuis 34 ans. Ils comprenaient l'engagement. Ils aimaient Caroline. Mon père appréciait particulièrement qu'elle puisse tenir une conversation sur autre chose qu'elle-même. Qu'elle l'interroge sur ses projets de menuiserie et qu'elle se souvienne réellement des détails des semaines plus tard. Caroline semblait d'accord avec le plan du dîner. Un peu distraite dans les jours précédents, mais j'ai mis ça sur le compte du stress au travail. Elle était chargée de compte dans une agence de relations publiques de taille moyenne au centre-ville, gérant des clients qui semblaient exister dans un état de crise permanent. Sa charge de travail avait été brutale ces derniers temps. De plus, sa sœur Bélé était en ville depuis une semaine. Bélé était ce que mon père aurait appelé « un sacré numéro ». Elle vivait à Austin et animait un podcast appelé Unshackled Woman, Femme libérée, qui comptait environ 40,000 abonnés et une vision du monde très spécifique. La thèse générale était que les femmes étaient systématiquement piégées dans la servitude domestique par la société, et qu'elles devaient prioriser une réalisation de soi radicale plutôt que les étapes traditionnelles de la vie. Le mariage était un piège conçu par les systèmes patriarcaux. La maternité était un piège qui faisait dérailler les carrières et les identités. Les relations n'étaient acceptables que si elles servaient le parcours de la femme, et pouvaient être terminées dès qu'elles devenaient gênantes. Je ne détestais pas Bélé. Je la trouvais juste épuisante. Chaque conversation devenait une leçon. Chaque dîner devenait une opportunité de tester son matériel. La première fois que je l'ai rencontrée il y a 2 ans, elle avait demandé si elle pouvait enregistrer notre interaction pour un segment sur la façon dont les partenaires des femmes réagissent à l'établissement de limites. J'avais dit non merci. Elle avait posté à ce sujet de toute façon, sans ma voix, mais avec son commentaire sur mon « langage corporel défensif » et mon « caractère raisonnable performatif ». L'un de ses abonnés avait trouvé mon LinkedIn et m'avait envoyé un message me traitant de narcissique dissimulé classique. Cela aurait dû être un signe avant-coureur. Bélé voyait tout comme du contenu. La vraie vie n'était que des images brutes attendant d'être montées pour générer de l'engagement. La semaine précédant le dîner, elle logeait chez nous, dormant sur le canapé-lit, mangeant nos courses, monopolisant l'attention de Caroline. Je suis rentré quelques fois pour les trouver blottis l'une contre l'autre, leur voix baissant quand j'entrais. Bélé avait constamment son téléphone sorti, enregistrant parfois des mémos vocaux, tapant parfois frénétiquement. Une fois, je suis entré et je l'ai entendu dire « c'est exactement ce que je veux dire », avant qu'elle ne me remarque et ne se taise. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Les sœurs ont leurs blagues privées. Bélé est partie 2 jours avant le dîner. En sortant, elle avait serré Caroline dans ses bras pendant un long moment, chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis elle m'avait regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer et avait dit « Prends soin de toi, Brian ». Une formulation bizarre, mais j'ai laissé couler. J'étais doué pour laisser couler les choses. Le soir du dîner, nous avons conduit jusqu'à chez mes parents en banlieue. 45 minutes de trafic fluide. La maison sentait mon enfance quand nous sommes entrés. Le roast beef, l'encaustique au citron, les vieux livres sur les étagères qui n'avaient pas été réorganisés depuis que j'étais au collège. Pendant environ 90 minutes,
tout semblait parfait. Nous avons mangé, nous avons ri, mon père a raconté des histoires embarrassantes sur ma carrière en Little League. Ma mère a posé des questions sur l'organisation du mariage, et Caroline a répondu avec ce qui semblait être un enthousiasme sincère. Puis ma mère a posé des questions sur l'avenir. Les petits-enfants. Pas de manière insistante, juste chaleureusement, avec curiosité, comme le font les mamans quand elles imaginent la prochaine génération. J'ai fait une blague sur les berceaux, une phrase en l'air que j'avais faite une douzaine de fois auparavant sans incident. Le visage de Caroline a changé instantanément, comme si un interrupteur avait été basculé quelque part derrière ses yeux. Son sourire s'est évanoui. Elle a posé sa fourchette avec un cliquetis métallique qui a réduit toute la pièce au silence. Je n'ai jamais prévu d'être mère, a-t-elle dit. Sa voix était plate, complètement dépouillée de la chaleur qu'elle avait montrée toute la soirée. Et j'apprécierais que les gens arrêtent de supposer que c'est à mon programme. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Le visage de ma mère s'est figé, coincé entre la confusion et l'inquiétude. Mon père a posé sa fourchette lentement. Je suis resté assis là, essayant de comprendre ce qui venait de sortir de la bouche de ma fiancée. Caroline s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient durs. Nous n'avons jamais vraiment été d'accord là-dessus. Tu sais, tu as juste supposé. Toi et tous les autres. Mon corps, mon choix, mon avenir, ma décision. Je ne suis pas une incubatrice pour les attentes de ta famille. Je l'ai regardé, confus. Caroline, je voulais juste. Juste quoi? Juste décider de ma vie à ma place? Juste me traiter comme si j'étais là pour remplir une liste de contrôles que tes parents gardent depuis ta naissance? Les mots ont frappé comme une gifle. Devant mes parents. Lors d'un dîner censé nous célébrer. Avec un ton suggérant que je l'opprimais depuis 3 ans en mentionnant occasionnellement le concept abstrait d'enfant. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'ai pas reconnu la personne qui me regardait en retour. Ma mère a essayé d'arrondir les angles. Du pur Zoé, toujours la pacificatrice. Elle a dit quelque chose sur le fait que chacun a droit à son propre rythme, que les choses changent, qu'elle ne voulait mettre la pression sur personne. Mon père n'a rien dit, il a juste observé. Caroline a pris une inspiration. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait s'excuser. Qu'elle allait réaliser à quel point ses propos étaient déplacés. Qu'elle allait essayer de faire marche arrière. Au lieu de cela, elle a persisté. Je suis juste fatiguée de la comédie, a-t-elle dit. Fatiguée de faire semblant d'être excitée par des choses qui ne m'excitent pas, fatiguée d'acquiescer à des conversations sur les chambres de bébé et les prénoms comme si c'était une destination inévitable à laquelle j'avais consenti. Nous avons parlé de ça, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, ce qui m'a surpris à plusieurs reprises. Tu as dit que tu voulais des enfants un jour. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Tu as dit ça, Caroline. Ce n'était pas moi qui supposais. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire pour éviter le conflit. C'est ce que font les femmes. Nous nous adaptons. Nous jouons un rôle. Nous disons ce que les gens ont besoin d'entendre. Les mots ont atterri avec un poids qu'elle n'avait probablement pas prévu. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, ils ont clarifié quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Donc, tu m'as menti. J'ai protégé mon autonomie. J'ai posé ma serviette sur la table, je me suis levé. Je pense que nous devrions partir. Caroline a semblé surprise. Peut-être s'attendait-elle à ce que je discute. Merci pour le dîner, ai-je dit à mes parents. C'était excellent. Je suis désolé pour ça. J'ai récupéré le sac à main de Caroline sur le buffet, je me suis tenu près de sa chaise, j'ai attendu. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte sans regarder mes parents, sans s'excuser, sans reconnaître qu'elle venait de faire exploser quelque chose au milieu de leur salle à manger. Derrière moi, j'ai entendu ma mère commencer à pleurer. J'ai fermé la porte derrière nous. Le trajet du retour a été 28 minutes de silence. Caroline était assise les bras croisés, irradiant une énergie défensive, attendant une dispute que je n'allais pas lui donner. Toutes les quelques minutes, elle faisait un petit bruit, un soupir ou un souffle, comme si elle se préparait à la confrontation. Je n'ai pas dit un mot. Quand nous sommes rentrés, elle est allée directement à la salle de bain. Une longue douche,
le genre qu'on prend quand on évite quelqu'un ou qu'on rassemble ses pensées pour la bataille. Elle est sortie 45 minutes plus tard, s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Tu ne vas rien dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? La conversation a tourné en rond pendant 1 heure. Elle m'a reproché de l'avoir mise sur la sellette. J'ai souligné qu'elle avait tendu une embuscade à mes parents à leur propre table. Elle a dit qu'elle était enfin honnête. J'ai dit qu'elle mentait depuis 3 ans sur quelque chose de fondamental. À un moment donné, j'ai demandé ce qu'elle attendait réellement de cette relation, pas ce qu'elle pensait devoir vouloir, pas ce que Bélé lui disait de vouloir. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil. Son expression a changé. Je veux un partenaire qui respecte mes choix sans les interroger. Et je veux un partenaire qui ne cache pas des décisions de vie fondamentales jusqu'à ce que nous soyons à 8 mois d'un mariage. On dirait que nous avons tous les deux des choses auxquelles réfléchir. J'ai dormi dans la chambre. Elle a dormi sur le canapé. Son choix. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis juste resté allongé dans le noir à faire des calculs. Je ne voulais pas fuir. Le lendemain matin ressemblait au premier jour après que quelque chose s'est cassé, mais avant qu'on ait compris à quel point c'était grave. Caroline a agi comme si de rien n'était. Elle a fait du café, a fait défiler son téléphone, a demandé ce que je voulais pour le dîner. Comme si nous n'avions pas juste fait exploser quelque chose à la table de mes parents 12 heures plus tôt. J'ai joué le jeu. Je suis allé au travail, je suis rentré, j'ai mangé devant la télé. Nous évoluions l'un autour de l'autre comme des étrangers partageant un appartement impoli, distant, prudent. 3 jours plus tard, j'ai appelé James. James était mon plus vieil ami. Nous nous étions rencontrés en première année de fac, et étions restés proches depuis, malgré le fait d'avoir vécu dans des villes différentes pendant la majeure partie de notre vingtaine. Il était revenu dans la région il y a environ 2 ans, travaillait dans les assurances, et avait ce genre de perspective terre à accent grave-terre dont j'avais besoin quand ma propre tête devenait trop bruyante. C'était la première personne à qui j'avais dit que j'avais décidé de faire ma demande. La première personne que j'avais appelée quand elle avait dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau. Je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé au dîner. L'éclat de colère. L'annonce du « jamais prévu d'être mère ». La façon dont Caroline m'avait regardé comme si j'étais le problème. James a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a pris une longue gorgée et a posé sa tasse. C'est dur, mec. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas encore. J'essaie toujours de comprendre si c'est une dispute dont on peut se remettre, ou si je ne vois que maintenant quelque chose qui a toujours été là. Que dit ton instinct? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Mon instinct me dit que quelque chose a changé. Ou peut-être que rien n'a changé et que je ne faisais simplement pas attention. James a hoché la tête lentement. Sa sœur était en ville, c'est ça? Celle du podcast. Bélé. Ouais. Pendant 1 semaine. Et ça a commencé après ça. Je n'avais pas fait le lien aussi explicitement, mais la chronologie correspondait. Tout avait basculé après la visite de Bélé. Je ne dis pas que c'est forcément la sœur, a dit James. Mais j'ai vu des extraits de ce podcast. Cette femme pourrait convaincre un poisson de détester l'eau. Observe juste les schémas. Regarde ce que tu vois. Ne suppose rien pour l'instant, mais n'ignore rien non plus. C'était un bon conseil. Simple. Le genre de choses qui semble évident, mais qui ne l'est pas quand on est en plein dedans. Nous avons parlé pendant 1 autre heure. Pas de Caroline mais du travail, de sa vie amoureuse, du voyage qu'il prévoyait dans le Colorado au printemps prochain. Des trucs normaux. Ça faisait du bien d'avoir une conversation qui n'était pas chargée. Quand nous nous sommes séparés, il a mis une main sur mon épaule. Quoi qu'il arrive, tu sais où me trouver à tout moment. Au cours des jours suivants, j'ai suivi son conseil. J'ai observé. J'ai prêté attention à des schémas que j'étais trop à l'aise pour remarquer auparavant. Les appels téléphoniques tardifs que Caroline prenait dans la salle de bain avec le ventilateur allumé pour faire du bruit. La façon dont elle minimisait son navigateur à la seconde où j'entrais dans la pièce. Le changement dans son vocabulaire, charge émotionnelle. Centrer mes besoins. Audit relationnel. Engagement performatif. Auto-priorisation radicale.
Elle parlait comme si elle lisait un script écrit par quelqu'un d'autre, et plus j'écoutais, plus je reconnaissais la source. Le podcast de Bélé était devenu le bruit de fond de Caroline. Elle passait des épisodes dans la voiture, dans la cuisine en cuisinant, dans la chambre avant de dormir, toujours assez fort pour que je puisse entendre. Parfois, je me demandais si c'était intentionnel, comme si elle essayait de m'éduquer sans avoir à le faire directement. J'ai commencé à écouter vraiment au lieu de faire la sourde oreille. Un épisode portait sur le « mythe du bon partenaire ». Bélé soutenait que les femmes étaient conditionnées à ressentir de la gratitude pour les hommes qui faisaient le strict minimum, avaient un emploi, ne trompaient pas, arrivaient à l'heure alors qu'elles devraient exiger plus. La stabilité n'est pas une vertu, disait-elle. La stabilité est un point de départ. Si la meilleure chose que vous puissiez dire de votre partenaire est qu'il est fiable, vous vous contentez de peu. Le lendemain matin, Caroline a fait une remarque sur le fait que je ne la surprenais plus jamais. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a haussé les épaules et a dit qu'elle avait juste l'impression que nous étions tombés dans une routine. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous avions des routines. Je pensais que les routines étaient un signe de stabilité. Apparemment, elles étaient la preuve d'une stagnation. Un autre épisode mettait en vedette Bélé interviewant une femme qui avait quitté son fiancé 3 mois avant leur mariage. La femme décrivait son ex comme parfaitement gentil et stable, mais disait qu'elle avait réalisé qu'il n'était qu'un « bouche-trou », placeholder, pendant qu'elle cherchait ce qu'elle voulait vraiment. Elle parlait de lui comme s'il s'agissait d'une voiture de location qu'elle avait rendue quand elle n'en avait plus besoin. Le lendemain, Caroline est rentrée du travail et a annoncé qu'elle voulait revoir notre répartition des tâches ménagères. Nous partagions déjà les choses de manière presque égale. Je faisais la vaisselle et les poubelles. Elle faisait la lessive et les salles de bain. Nous alternions la cuisine, mais apparemment, je ne faisais pas assez de « travail invisible ». Quand j'ai demandé ce que signifiait le travail invisible, elle n'a pas pu donner de détails précis, elle a juste dit que je devrais m'éduquer sur la charge émotionnelle et arrêter d'attendre d'elle qu'elle gère tout. Je suis retourné voir notre calendrier partagé ce soir-là. Au cours du mois dernier, j'avais planifié 3 choses. Elle en avait planifié 2. J'avais initié l'organisation de 5 soirées en amoureux. Elle en avait initié 1. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle gérait que je ne voyais pas. Un autre épisode est sorti. Celui-ci portait sur l'autonomie financière au sein des partenariats. La thèse était que les comptes conjoints étaient des outils de contrôle, que les femmes devaient maintenir une indépendance financière totale même au sein du mariage. 2 jours plus tard, Caroline a suggéré que nous fermions notre compte joint et que nous gérions toutes les dépenses par des paiements Venmo séparés. Quand j'ai demandé pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait, elle a dit qu'il s'agissait de maintenir son indépendance. Quelques jours plus tard, elle a évoqué le contrat de mariage que nous avions convenu de ne pas faire. Peut-être devrions-nous reconsidérer, a-t-elle dit, juste pour nous protéger tous les deux. Juste au cas où. J'ai remarqué qu'elle avait arrêté de porter sa bague de fiançailles dans l'appartement. Quand j'ai posé la question, elle a dit que ça irritait sa peau. Elle l'avait portée quotidiennement pendant 8 mois. N'avait jamais mentionné d'inconfort une seule fois. Soudain, c'était irritant. L'affection physique a chuté aussi. Je cherchais sa main en regardant la télé, elle trouvait une raison de se lever. Je me penchais pour un baiser d'au revoir le matin, elle offrait sa joue. Je suggérais des sorties, elle avait d'autres projets. Toujours avec des amis, toujours vague sur les détails. Le moment le plus clair est arrivé un jeudi soir. Caroline était au téléphone avec Bélé dans le salon, ne prenant même pas la peine de baisser la voix. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, clairement visible par l'encadrement de la porte. Je sais. Je sais. Tu as raison. J'ai juste besoin de régler la logistique avant de faire quoi que ce soit. C'est compliqué quand tu es engagé aussi loin. Pause. Non, il ne se doute de rien. Il pense qu'on va bien. J'essaie juste de mettre de l'ordre dans mes affaires avant de faire exploser nos vies. Elle a ri à quelque chose que Bélé a dit. Ouais, je t'appelle demain. Je t'aime aussi. Elle a raccroché, est passée devant moi pour aller dans la chambre, et a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle allait se coucher tôt. Je suis resté dans la cuisine pendant un long moment après ça. Les pâtes que je préparais ont refroidi. Elle pense déjà à des stratégies de sortie. C'est là que j'ai commencé à voir les choses telles qu'elles étaient et que j'ai commencé à décrocher. Mais le dernier clou du cercueil. Je ne l'avais pas vu venir du tout.
La découverte ne s'est pas faite en un moment clair et net. Elle est venue par morceaux. La façon dont ces choses arrivent réellement. Le premier morceau était un accident. Environ une semaine après le dîner, je travaillais à la maison. Caroline cuisinait et m'a demandé d'aller chercher son iPad dans la chambre. Elle voulait suivre une recette. Je l'ai trouvé sur la table de nuit, je l'ai ramassé, et l'écran s'est allumé avec un aperçu de notification. Un texto de Belay. Est-ce que tu as reprogrammé le rendez-vous de suivi? Ils ont dit que 6 semaines après la procédure est la norme pour le contrôle. J'ai fixé les mots pendant peut-être 5 secondes avant que l'écran ne s'éteigne à nouveau. Après la procédure. Rendez-vous de suivi. 6 semaines. Je lui ai apporté l'iPad sans rien dire. Elle l'a pris, a jeté un coup d'œil à l'écran, et quelque chose a vacillé sur son visage avant qu'elle ne sourie et dise merci. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai commencé à faire des calculs. Le deuxième morceau est arrivé quelques jours plus tard. Rosa était une amie commune. Elle connaissait Caroline depuis la fac. Nous étions allés à son mariage l'année dernière. Nous l'avions reçue, elle et son mari, à dîner plusieurs fois. Des gens bien. Elle m'a envoyé un texto à l'improviste pour me demander si on pouvait se voir. Elle a dit que c'était important. Elle a dit qu'elle avait hésité à dire quelque chose. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon travail. Elle avait l'air mal à l'aise dès qu'elle s'est assise, triturant sa tasse, évitant le contact visuel. Je ne sais pas si je devrais te dire ça, a-t-elle commencé, mais je continue de penser à la façon dont je voudrais qu'on me le dise si nos situations étaient inversées. Me dire quoi? Elle a sorti son téléphone, a fait défiler jusqu'à une capture d'écran, et l'a tourné vers moi. C'était une discussion de groupe. Caroline, Belay, et 2 autres femmes que je reconnaissais vaguement du groupe d'amis de fac de Caroline. Les messages dataient d'il y a environ un mois. Caroline, je sais que je devrais être plus excitée par le mariage, mais honnêtement, je me sens juste piégée. Belay, c'est ton instinct qui te dit quelque chose. Écoute-le, Caroline. Brian est génial sur le papier, stable, fiable, mais est-ce suffisant? J'ai l'impression que je me contente de l'option sûre. L'une des autres, meuf, tu dois régler ça avant le mariage, pas après. Belay, elle gère ça une chose à la fois. D'abord le rendez-vous, ensuite le reste. Je l'ai lu 2 fois. Se contenter de. Option sûre. Gère ça. Le rendez-vous. Rosa observait mon visage. Je suis désolé. Je ne savais pas si tu étais au courant de tout ça, mais le rendez-vous. Il y a eu des rumeurs dans le groupe. Belay a raconté aux gens que Caroline a eu une peur de grossesse le mois dernier et qu'elle s'en est occupée. J'ai pensé que tu devrais savoir au cas où tu ne le saurais pas. Je suis resté très immobile. Est-ce que Caroline t'a dit qu'elle était enceinte? J'ai secoué la tête. Le visage de Rosa s'est effondré avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité ou de la pitié, ou les deux. Je suis tellement désolé, Brian. Vraiment. Le troisième morceau était la confirmation. Ce soir-là, je ne suis pas allé fouiller dans ses affaires privées. Je n'en avais pas besoin. Notre assurance envoie parfois des lettres d'explication des prestations à ces enveloppes ennuyeuses, ceci n'est pas une facture. Il y en avait une adressée à elle dans le courrier qu'elle n'avait pas encore ouverte. Je l'ai fixée pendant 1 minute, puis je l'ai ouverte. Nom du prestataire, date du service, et une ligne qui m'a glacé l'estomac. Service d'interruption de grossesse. Suivi inclus. Elle avait été enceinte. Elle avait mis fin à la grossesse. Elle ne m'en avait jamais dit un mot. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'à 2 heures du matin. Sans bouger, sans dormir, juste assis là dans le noir, à traiter l'information. Son corps, son choix. Je crois en ça. J'y crois toujours. Si elle était venue me voir, m'avait dit qu'elle était enceinte, m'avait dit qu'elle ne voulait pas continuer, nous aurions pu en parler. Ça aurait été dur, compliqué. J'aurais eu des émotions à ce sujet, mais j'aurais respecté sa décision. J'aurais été là pour elle. C'est ce que font les partenaires. Mais elle n'est pas venue me voir. Elle l'a caché. Elle a fait le choix seule avec Belay qui la coachait sur la logistique. Elle a continué à planifier un mariage qu'elle qualifiait de piège en privé.
Elle m'a laissé verser des acomptes sur un avenir qu'elle démantelait activement dans mon dos. C'était ça la trahison. Le secret, le mensonge, les 6 semaines passées à me regarder dans les yeux chaque jour tout en cachant quelque chose d'aussi fondamental. Tout en me décrivant à ses amis comme une option sur dont elle se contentait, tout en me traitant comme un bouche-trou qu'elle pouvait jeter dès que quelque chose de mieux se présenterait. Je ne me suis pas mis en colère. La colère aurait été plus facile, honnêtement. Quelque chose à consumer. Ce que j'ai ressenti à la place était froid, clair, certain. Cette femme n'était pas celle que je pensais. Cette relation n'était pas ce que je pensais. Et l'avenir que je construisais depuis 3 ans n'avait été qu'une fiction tout ce temps. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là dans le noir jusqu'à ce que j'entende son réveil sonner le matin. Puis je me suis levé, je suis allé travailler comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Et je savais exactement ce que je devais faire ensuite. J'ai passé la semaine suivante à reprendre ma vie en main, tranquillement, en gérant simplement ce qui devait être géré. Les prestataires de mariage sont passés en premier. J'ai fait une liste, je les ai classés par ordre de complexité, et j'ai commencé à m'en occuper pendant mes pauses déjeuner. Des appels depuis ma voiture sur le parking où personne ne pouvait entendre. Le lieu était le plus gros morceau. 5,000 $ d'acompte sur une grange reconvertie dont Caroline était tombée amoureuse. J'ai composé le numéro, j'ai eu la coordinatrice d'événements, et j'ai expliqué, « Bonjour, je dois annuler une réservation pour octobre prochain. » Réservation à mon nom. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Puis-je demander la raison? Fiançailles rompues. La voix de la coordinatrice est passée de professionnelle à compatissante. Je suis tellement désolé. Laissez-moi sortir votre contrat et voir ce que nous pouvons faire. Nous étions dans la période d'annulation, ce qui signifiait techniquement qu'il pouvait tout garder, mais elle m'a transféré à la gérante, une femme nommée Samantha. Nous n'aimons pas garder l'argent des gens quand leur vie s'effondre, a dit Samantha. Laissez-moi voir ce que je peux arranger. Musique d'attente, 3 minutes. Puis elle est revenue. Je peux rembourser 3,000 sur les 5. Nous avons refusé d'autres réservations pour cette date, donc nous devons garder quelque chose. Mais je veux aider. Merci. J'apprécie cela. Et pour ce que ça vaut, je suis passé par là où vous êtes. Ça s'améliore. Le traiteur était plus délicat. Leur service d'annulation était efficace mais ferme. Le mariage est annulé. Besoin d'annuler. Quelle est la situation pour le remboursement? Vous êtes dans la fenêtre de pénalité. Nous pouvons rembourser la moitié de l'acompte moins des frais de dossier. 4,000 versé, 2,000 récupéré. Encore 2,000 de perdu. C'est bon. La confirmation sera dans votre email dans l'heure. J'espère que les choses s'arrangeront. La photographe s'est souvenue de moi quand j'ai appelé. Elle avait une énergie calme lors de la consultation, posait de bonnes questions. Semblait sincère. Brian, salut. Comment vont les préparatifs? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Le mariage est annulé. Silence. Puis, est-ce que vous allez bien? J'ai apprécié qu'elle demande d'abord de mes nouvelles. Ça ira. J'ai juste besoin de passer les prochaines semaines. Je peux rembourser la moitié de votre acompte étant donné les circonstances. J'ai bloqué cette date et refusé d'autres réservations, donc je ne peux pas rendre la totalité, mais je veux aider là où je peux. 2,5 cents versés, 1,250 récupéré. Encore 1,250 de perdu. Le DJ était un ami d'un ami. Je l'ai attrapé pendant sa pause déjeuner. Je dois annuler la date d'octobre. Fiançailles rompues. Ah, mec. Je suis désolé. Je voulais m'excuser pour le désagrément. T'inquiète pas pour ça. Octobre est assez loin. Pas de frais, pas de rancune. Parfois, les mariages qui n'ont pas lieu sont les plus chanceux. Mieux vaut le savoir maintenant. 4 appels, peut-être 2 heures au total. 12,000 d'acompte. Récupérer environ 6250. Le prix à payer pour une leçon que je devais apprendre. L'appartement était plus simple que je ne le craignais. Bail à mon seul nom.
Caroline avait emménagé progressivement et nous n'avions jamais mis à jour les papiers. J'ai appelé le propriétaire, confirmé que je restais, et demandé comment retirer un colocataire. Préavis écrit de 30 jours, il m'a envoyé un email avec la date à laquelle elle devra être partie. Notre compte joint avait environ $3000. J'ai sorti les relevés, calculé ce qui était à moi par rapport à elle, et transféré ma part en retour. J'ai laissé sa moitié intacte. Je n'essayais pas de gagner de l'argent. J'essayais de me libérer. J'ai changé les mots de passe de streaming, je l'ai retiré de mon forfait téléphonique, j'ai mis à jour mes contacts d'urgence au travail. De petites choses, mais le genre qui pourrait se transformer en maux de tête si on les laissait traîner. La bague de fiançailles était une question à laquelle je devais réfléchir. J'ai vérifié la loi dans notre État. Cadeau conditionnel. La propriété devenait floue selon qui mettait fin aux choses et pourquoi. Un avocat coûterait plus cher que la valeur de la bague pour se battre. J'ai décidé de ne pas me battre pour elle. 8,000 $. Appelons ça les frais de scolarité pour une leçon que je devais apprendre. Pendant tout ce temps, Caroline n'a rien remarqué. Elle était absorbée par son téléphone, ses épisodes de podcast, ses fils de discussion avec Bellet. Nous existions dans le même appartement comme des colocataires qui n'étaient pas particulièrement proches. Vendredi soir, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Et, c'est Bellet. Caroline dit, tu as été distant ces derniers temps. Je pense qu'on devrait parler. Je suis en ville ce week-end. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'elle viendrait de toute façon. Les opportunités de contenu ne frappent pas deux fois. Samedi matin, ciel dégagé. Le premier jour de ce qui allait suivre. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai attendu. Caroline a traîné les pieds hors de la chambre vers 10h30, vérifiant son téléphone avant même de croiser mon regard. Bellet va passer. Truc de sœur. Ça te dérange de nous laisser un peu d'espace pendant quelques heures? En fait, ai-je dit, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Bellet devrait probablement l'entendre aussi. Elle a levé les yeux. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Quel genre de chose? Assieds-toi, Caroline. Elle n'a pas bougé. Tu me fais peur. Assieds-toi. Elle s'est assise lentement. J'ai pris une inspiration, gardé ma voix égale. Je suis au courant pour la procédure. Il y a 6 semaines. J'ai vu la notification sur ton iPad quand tu m'as demandé de l'attraper, et un relevé de l'assurance est arrivé après ça. La couleur a quitté son visage pendant un long moment. Elle n'a pas parlé. Tu as fouillé dans mes affaires? Non. Le relevé est arrivé à l'appartement. Je ne suis pas allé à la chasse. Il est arrivé. L'interphone a sonné. Bellet. Timing parfait. Fais-la monter. J'ai dit qu'elle devait entendre ça. Caroline a marché vers l'interphone comme si elle se déplaçait dans l'eau. 1 minute plus tard, Bellet a franchi la porte avec un sac à bandoulière et son téléphone déjà à la main. L'écran incliné comme si elle était prête à capturer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bellet nous a regardés tour à tour. Caroline, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle va bien, ai-je dit. Nous avons une conversation. Tu es la bienvenue pour rester, mais range le téléphone. J'ai tout à fait le droit de. Range le téléphone. Ce n'est pas du contenu. Si tu veux narrer tes sentiments plus tard, fais-toi plaisir. Pas dans mon salon. Bellet a hésité. Elle a baissé le téléphone avec une réticence évidente. Très bien, mais je reste. Je n'en attendais pas moins. Je me suis retourné vers Caroline. Voici ce qui se passe. J'ai annulé le mariage. Tous les prestataires ont été prévenus. L'appartement est à moi. Le bail est à mon nom. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le compte joint a été divisé. Ta moitié est intacte. Le visage de Caroline est passé par le choc, le déni, la confusion. Puis les larmes ont commencé. Quoi? Tu ne peux pas juste. On n'a même pas parlé de ça. C'est injuste. On parle maintenant. Elle a essayé le premier angle. L'appel émotionnel. Bébé, je suis désolé.
J'aurais dû te le dire. J'avais peur. Je ne savais pas comment tu réagirais. Tout s'est passé si vite et Bélé était là et j'ai paniqué. Arrête. J'ai levé une main. Tu n'avais pas peur. Tu as pris une décision. Tu l'as cachée pendant 6 semaines et tu as continué à planifier un mariage que tu n'avais aucune intention de mener à bien, tout en disant à tes amis que j'étais une option sur dont tu te contentais. Elle est devenue blanche. Comment as-tu? Rosa. Elle m'a montré la discussion de groupe. Elle a dit, je mérite de savoir ce que mon fiancé pense réellement de moi. Les yeux de Caroline ont glissé vers Bélé pendant une fraction de seconde, comme si elle vérifiait le script, cherchant la réplique suivante. Ce moment infime m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui dirigeait ce spectacle. Bélé s'est avancé, passant déjà en mode limitation des dégâts. C'est exactement le genre de réaction dont je l'avais averti. Contrôlant, punitif. Tu ne peux pas rompre des fiançailles parce qu'elle a pris une décision médicale privée. Je ne romps pas à cause de la décision. Je romps à cause des mensonges, du secret, des 6 semaines passées à me regarder dans les yeux tout en cachant quelque chose d'aussi fondamental. Le fait qu'elle m'ait décrit à des amis comme un bouche-trou alors que je planifiais un avenir qu'elle sabotait activement. Le visage de Bélé s'est crispé. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai des preuves. Caroline a essayé le deuxième angle, la déviation et la minimisation. Tu réagis de manière excessive. C'est une erreur, un secret. Les couples traversent pire que ça. On peut travailler sur la communication. On peut aller en thérapie. Avec quelqu'un qui me décrit comme un bouche-trou à ses amis depuis des mois. Non merci. Caroline a essayé le troisième angle, négocier avec des promesses. On peut surmonter ça. Thérapie de couple, thérapie individuelle, une pause pendant qu'on comprend les choses. Tout ce dont tu as besoin, Brian. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'aime. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à qui tu mens depuis des mois. Tu ne peux pas appeler ça des erreurs quand tu avais tout un système de soutien pour t'aider à cacher les choses. Ce n'est pas un malentendu. C'est ce que tu es. Elle est passée au quatrième angle, l'indignation vertueuse. Les larmes ont cessé. Tu sais quoi? Peut-être que je me suis contenté de peu. Peut-être que tu es exactement aussi ennuyeux et contrôlant que Bélé l'a dit. Peut-être que j'aurais dû mettre fin à ça il y a des mois au lieu d'essayer de faire marcher les choses. Peut-être que tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté pendant que je payais les acomptes du mariage. Pendant que je planifiais un avenir que tu sapais activement. Ce n'est pas se contenter de peu, Caroline. C'est utiliser quelqu'un. La pièce est devenue silencieuse un moment. Cinquième angle, les menaces. Sa voix s'est durcie. Si tu fais ça, je dirai à tout le monde quel genre de personne tu es. Je posterai à ce sujet partout. Je m'assurerai que tout le monde sache que tu m'as abandonné à cause d'une décision médicale. Je l'ai regardé pendant un long moment. Vas-y, raconte l'histoire que tu veux. Poste ce que tu veux. Je dirai la vérité, que j'ai rompu des fiançailles avec quelqu'un qui a menti sur des choses fondamentales tout en planifiant un mariage qu'elle n'avait jamais l'intention de concrétiser. Les gens pourront décider par eux-mêmes. Elle n'avait plus rien. Le manuel de manipulation était épuisé. Les larmes ne marchaient pas. Les menaces avaient ricoché. Elle est juste restée assise là, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je me suis levé. La bague. Garde-la. Vends-la. Je m'en fiche. Considère ça comme une indemnité de départ. Indemnité de départ. Moins cher qu'un divorce ne l'aurait été si je t'avais épousé et découvert tout ça dans 2 ans. Considérons ça comme une victoire mutuelle. J'ai attrapé ma veste, j'ai marché vers la porte. Je sors. Quand je reviendrai, j'apprécierai que tu aies commencé à prendre tes dispositions. 30 jours. Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé Bélé. Super podcast, au fait. Un Châtelet d'Ouamène. Vraiment éducatif. Tu devrais faire un épisode sur celle-là. Appelle-le quand se libérer tourne mal. Je l'écouterai. Le visage de Bélé est passé par environ 5 expressions en 2 secondes. Derrière elle, Caroline était toujours assise à la table, regardant le vide. Sous le choc. Les larmes avaient échoué. Les menaces avaient échoué. Et maintenant,
elle était assise dans un appartement qu'elle allait devoir quitter, face à un avenir qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait prévu. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Je me sentais juste libéré. Maintenant, voici ce qui s'est passé au cours des semaines suivantes. Caroline a déménagé 19 jours plus tard, a squatté chez Bailey à Austin pendant quelques semaines, puis a pris son propre appartement ici. Elle a essayé de me contacter 2 fois. Une fois pour parler des choses, une fois pour demander si je voulais reconsidérer. Je n'ai répondu ni à l'une ni à l'autre. Certaines portes se ferment pour une raison. Quant à Bailey, elle a fait un épisode à ce sujet. Elle l'a appelé « Quand les sœurs se choisissent elles-mêmes ». Elle a présenté toute l'affaire comme l'éveil de Caroline et moi comme l'ex-contrôlant qui ne pouvait pas gérer une femme avec des limites. Elle a eu environ 200 commentaires. La plupart étaient des femmes disant que Caroline l'avait échappé belle. Quelques-uns étaient des hommes disant que j'avais évité un missile. Je prends ces probabilités.